Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche à 3 h et le rendez-vous économique le dimanche soir à la télé à 7 h. Nous allons parler pétrole et environnement et pour le faire, nous avons comme invité M. Luc Mèche de Total Haïti SA. Luc, merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de m'avoir invité. Pétrole et environnement, c'est une combinaison, ça marche? C'est indispensable. Indispensable. Les deux vont ensemble. D'abord, Total, c'est quoi? Alors, Total, c'est un grand groupe pétrolier, c'est le 5e groupe mondial. Et puis Total Haïti, c'est le plus vieux pétrolier en Haïti. Cette année, on va célébrer notre 20e anniversaire. Avec le départ de Shell, donc il y a eu un changement au niveau. Shell, Esso, Texaco sont partis. Nous, on est rentrés ici il y a 20 ans, donc ses concurrents étaient là. Ils sont partis, ils ont été remplacés par Dinasa, par Sol. Et donc nous, depuis 20 ans, on exerce notre métier ici et on a grandi progressivement. Donc on commence à avoir une bonne expérience d'Haïti. C'est une firme française? Total est un groupe français. Le siège est basé à Paris. Après, c'est une société qui est cotée en bourse, donc les actionnaires sont de nombreux pays. Okay. Donc vous êtes basé dans quelle zone particulièrement? Alors, on est dans tous les pays du monde. Ouais. On a une présence dans 150 pays. Et Total Haïti dépend de la zone Amérique-Caraïbes. Okay. C'est une zone géographique dans laquelle on a une direction régionale. Je sais qu'il y a eu des changements stratégiques. On parlait de Shell tantôt. Vous n'avez jamais pensé à consolider, à sortir de l'espace caribéen? De sortir... de vendre vos actions Non. Nous, sur les 4 dernières années, on a investi de façon assez significative. En 5 ans, on aura construit une trentaine de stations. Ce que l'on veut faire, c'est continuer à grossir sur notre base, qui est une base solide, saine. Donc on n'a absolument pas l'intention, au contraire. En République dominicaine, on vient d'acquérir un réseau de 130 stations. 130 Voilà, donc ça montre notre implication régionale. On est là pour durer et pour se développer. Et restons en Haïti toujours. Et vous avez combien de stations en Haïti? Alors en Haïti, maintenant, nous avons 90 stations-service. On avait commencé avec 0. Sur l'ensemble du territoire national? Sur l'ensemble du territoire. On en a vraiment... dans tous les départements, on est à Jérémie, on est à Port-de-Paix, au Cail, vraiment dans tous les départements. Ce qui est important, parce que nous avons des clients qui ont besoin de trouver l'essence dans tous les départements. Des clients avec lesquels on a une relation, par exemple si vous prenez la police nationale, c'est notre client et ils ont besoin de se ravitailler dans l'ensemble du pays. Donc on a cette possibilité d'avoir un bon maillage pour que ces gens puissent venir faire le plein chez nous. Vous êtes combien dans le secteur maintenant en Haïti, dans le secteur pétrolier? Alors, dans les stations-service, nous sommes 3 compagnies. Vous avez Dinasa, Total et Sol. Quelle part de marché vous avez? Dans le secteur des stations-service, nous avons à peu près un tiers du marché. Un tiers du marché, c'est pas mauvais. Ouais. Et au niveau de la République dominicaine, vous avez dit 130? 130 stations, oui. Le total maintenant? Oui, le total. Est-ce que, étant en Haïti, est-ce que vous avez tendance à comparer les chiffres d'affaires des deux côtés de la barrière? Alors, on va le faire, mais c'est une acquisition qui est toute récente. Ça a été fait, le business a été signé, la vente a été signée le mois dernier. Et puis après, oui, bien sûr. Et puis on verra s'il y a des synergies qu'on peut faire jouer entre les deux pays. Et vous contrôlez le nombre de véhicules, tout ce qu'il y a comme matériel roulant qu'on peut avoir Oui. Alors nous, notre développement, pour décider de ce qu'on va faire, on regarde quelle est la croissance économique estimée, parce que cette année c'est un peu difficile de savoir, mais en général on voit les tendances. Et puis tant que le pays grandit, on grandit avec le pays. On accompagne la croissance économique du pays. Donc vous analysez toutes les corrélations, croissance versus votre chiffre d'affaires, quantité vendue, qu'est-ce qui se passe comme activité dans le pays. Donc toutes ces variables vous intéressent. Voilà. Oui, parce que vous prenez par exemple l'Europe.
l'Europe a une croissance économique faible, Ouais. 1%, etc. Et donc, la croissance dans un groupe comme le groupe Total, vous allez la chercher où elle se trouve. Et l'année, c'était en 2013, je crois, il y avait une croissance de 6,5% en Haïti. À l'époque, c'était la meilleure croissance économique des Caraïbes. Donc voilà, c'était bien d'être un acteur de cette croissance parmi d'autres. Et on se plaint considérablement en France que les entreprises cotées en bourse au 440, vous ne fonctionnez pas dans le pays, vous faites de la croissance à l'extérieur, et pour les taxes, tout ça, ça pose problème en général, et le gouvernement français, qu'est-ce qui se passe à quelque sorte? Les taxes sont payées dans les pays dans lesquels on opère. Tout à fait. Total Haïti paie ses taxes en Haïti. Et qu'est-ce qui vous a poussé à avoir cette structure managériale, à savoir Total Haïti, au lieu d'avoir Total qui est représenté en Haïti? Est-ce que vous êtes une compagnie locale, là, comme vous l'avez dit? Alors, nous sommes une compagnie haïtienne, ce qui nous permet d'avoir l'indépendance d'une filiale avec son budget d'investissement, etc. Ça nous donne la souplesse d'être réactif. Lorsque vous êtes dans un pays comme ça, il faut prendre des décisions avec une certaine autonomie. Et la structure d'une filiale vous permet d'avoir cette autonomie, cette flexibilité pour chaque année adapter tout ce que l'on va faire au niveau du développement, des services, de notre structure, nos collaborateurs, nos formations, etc. De la Caraïbe, c'est quoi? C'est Jamaïque? Quel autre pays vous êtes? Alors, dans la Caraïbe, on est, si vous voulez, on peut balayer l'arc des Caraïbes. On est à Cuba, on est à la Jamaïque. Vous êtes à Cuba, même avant l'ouverture? Oui. On est en Haïti, en République dominicaine, à Porto Rico, aux îles Vierges américaines, et puis après Martinique, enfin Guadeloupe, Martinique. On n'est pas dans les toutes petites îles, parce qu'il nous faut une certaine taille pour porter le poids d'une filiale avec sa structure telle qu'elle doit être. Et vous êtes concentré exclusivement dans le pétrole? Alors, notre filiale, on est rattaché à la branche marketing et services. Donc, on fait la vente de produits pétroliers. OK. Puisqu'on parle de pétrole, je suis sûr que la situation n'est pas trop intéressante au niveau international. Sortir de 100 $ américains pour arriver aujourd'hui à moins que 30 $ américains, comment vous avez ressenti ça? Alors c'est violent, parce que le pic a été presque à 140 $ le baril et on est descendu à 26, je crois. C'est difficile, si vous voulez, parce que les investissements des groupes pétroliers sont des investissements énormes. Ce sont des milliards de dollars, etc., qui sont basés sur du moyen et long terme. Et quand vous avez des variations comme ça à la hausse et à la baisse, ça nécessite des réajustements. Mais c'est difficile pas simplement pour les compagnies pétrolières, c'est difficile pour les compagnies qui sont dans les énergies renouvelables. Si vous êtes dans le solaire, et Total est le deuxième producteur mondial de panneaux solaires, avec une société que nous avons en Californie, tout à coup, vous êtes très compétitif si le pétrole est cher. Et puis, si le pétrole descend aussi bas, l'énergie renouvelable devient comparativement plus chère. Si vous êtes fabricant de voitures et puis que vous misez sur des modèles hybrides ou électriques, quand l'essence est très chère, vous avez beaucoup de clients. Quand l'essence est plus chère du tout, tout à coup, les clients vont acheter des grosses cylindrées. Donc, c'est compliqué pour toute l'industrie. Donc, idéalement, il ne faudrait pas qu'il y ait des variations si brutales. Mais c'est la réalité. Et après, il faut s'adapter à la réalité. Donc, vous avez une matrice et vous regardez tout ce qui se passe dans l'environnement macroéconomique que vous ne contrôlez pas et tout ce qui se passe dans les comportements des individus à partir de ces changements? Alors, un grand groupe base son développement sur 10, 20, 30 ans. Parce qu'il y a des projets qui mettent du temps entre le moment où on décide de le faire et puis le moment où le projet commence à produire. Donc il y a des études de prospective. Alors on peut dire par exemple qu'une variation comme celle d'aujourd'hui, elle est accidentelle. C'est-à-dire que oui, il y a une baisse, mais après ça va remonter. À quel niveau, personne ne le sait. Personne n'avait prévu que ça descendrait aussi bas. Donc ce n'était pas prévu dans votre modèle? Personne ne l'avait prévu. Personne ne l'avait prévu. C'est l'offre et la demande. Et il suffit qu'il y ait un peu plus pour que les prix s'affaissent, ou un peu moins par rapport à la demande pour que les prix montent. Il n'y a pas besoin de quantité considérable en plus ou en moins pour que les prix partent à la hausse ou partent à la baisse.
Et lorsqu'il y a des acteurs politiques comme l'Arabie Saoudite qui peut décider d'un moment à l'autre, OK, on va laisser chuter, donc ça peut causer des difficultés. Alors, il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont la capacité de produire plus ou moins assez facilement, assez rapidement. Et donc, chacun veut garder ses parts de marché. Alors, vous savez, l'OPEP, c'est un cartel de pays producteurs qui, normalement, doit avoir un rôle régulateur pour éviter d'avoir des variations aussi importantes. En ce moment, les décisions qui sont prises, c'est plus pour garder des parts de marché. Et comme ils produisent un pétrole à des coûts très bas, en restant très bas, ils font souffrir d'autres concurrents. Voilà, donc ça se joue dans la durée, puis à un moment, ça se rééquilibre, parce que lorsque le pétrole est pas cher, les compagnies investissent moins pour produire, et au bout d'un moment, puisqu'il n'y a plus suffisamment d'investissement, c'est la demande qui va être supérieure à l'offre et les prix vont repartir à la hausse. Dans un grand groupe comme Total et une multinationale, vous êtes sur plusieurs marchés, il y a l'aspect géopolitique. Vous avez des consultants qui regardent tout ça et vous donnent des informations pour prendre de meilleures décisions? Alors, moi, je suis dans la partie marketing. Donc, l'organisation du groupe, j'imagine qu'il y a une attention particulière qui est donnée à ces aspects-là, parce que la production de pétrole, elle se fait dans des pays où parfois la situation politique peut être compliquée, voire conflictuelle. Donc tout ça, ça doit être pris en compte, parce que lorsque vous faites des investissements qui sont en général très très importants, il faut être sûr que ce que vous faites aujourd'hui a encore du sens dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que sinon, vous perdez l'argent que vous avez investi dans ce pays. Si je vous dis gaz de schiste, ça vous dit quelque chose? Oui, oui. Alors, le gaz de schiste, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaisseraient pas, c'est un gaz qui est emprisonné dans des roches. On en connaissait l'existence, mais jusqu'à assez récemment, on ne savait pas l'extraire de ces roches. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus depuis, je crois, au moins une trentaine d'années. Et puis la technique s'est perfectionnée, et aux États-Unis en particulier, il y a eu une production tout à fait spectaculaire, en tout cas un accroissement de la production tout à fait spectaculaire, qui a participé à ce surplus de l'offre. Parce que ce sont des puits qui sont assez faciles à faire, assez rapides à mettre en production. Et en plus, ça permettait aux États-Unis d'être plus indépendants, parce qu'avant, ils importaient de grandes quantités. Là, ils pouvaient produire nationalement de grandes quantités. Et donc, les États-Unis est un pays dans lequel il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup en Argentine, il y en a beaucoup dans d'autres pays. Et donc, ça produit du gaz. Et l'intérêt du gaz, c'est que dans les hydrocarbures, c'est le produit qui produit le moins de gaz à effet de serre. Donc, environnementalement parlant, c'est mieux que du gasoil, c'est mieux que ce qu'on appelle ici du mazout. C'est le plus propre des hydrocarbures que l'on puisse produire et consommer. Un monde assez complexe, on pourrait dire. Oui, c'est un monde qui est complexe, en évolution permanente, parce que, je vous dis, c'est en concurrence avec d'autres sources d'énergie, éoliennes, solaires, géothermiques. Tous les substituts qu'on pourrait avoir. Donc, tout ça évolue. Alors, parfois, il y a des prospectives qui sont plus ou moins bien tracées, parce que quand vous construisez une centrale thermique, la centrale thermique, elle est construite pour durer au moins 30 ans. Donc vous savez que la consommation de cette centrale va durer un certain temps. Et à partir de ça, vous savez qu'effectivement, vous aurez besoin d'une production assez longue. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Luc Metch, qui est notre invité, nous parle de la situation du pétrole dans le monde, mais on va venir avec un sujet très important qui est l'environnement en Haïti. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie, ça fait me songer problème te gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Prends ti surette pour passer dans bouche là. Chérie amour,
C'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie, non. Comment on va le compléter comme camionnette, là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces au besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Li campé ba kote, la défend intérêt, la fait affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans banque, l'obs client Soje Bank, Soje Bank, toujours ba côté mes amis, Soje Bank, toujours ba côté, Soje Bank, toujours ba côté mes amis, Soje Bank, toujours ba côté, Soje Bank. Mesdames et messieurs, encore une fois, un grand plaisir de vous retrouver. Comme vous savez, chaque dimanche 3h et le dimanche soir 7h à la télé, radio à l'après-midi. Nous avons Luc Mèche, on parle de pétrole, on va arriver à l'environnement. Mais ça me tente encore de faire de la géostratégie, géopolitique, parce que c'est tellement important. Vous menacez également avec cette chute dans votre secteur et le système bancaire mondial. Parce qu'on parle d'une possibilité de remake de 2008. Est-ce que le manque d'investissement et peut-être l'incapacité de certains groupes de repayer, et c'est des dettes également. Comment vous trouvez ça sur le plan financier? Alors, au niveau des compagnies pétrolières, les problèmes sont différents. C'est-à-dire, vous prenez un pays importateur ou une zone géographique qui est importatrice, comme l'Europe. Ça leur bénéficie d'acheter du pétrole moins cher que s'il était très cher. Par contre, dans des pays qui sont producteurs, et le Moyen-Orient est globalement producteur, eux, ils perdent beaucoup. Donc, ce qui bénéficie à l'un peut handicaper l'autre. Et puis après, l'industrie pétrolière, ce n'est pas juste les compagnies pétrolières, c'est les compagnies qui construisent les plateformes, qui construisent les pipelines. Donc, c'est beaucoup de gens qui travaillent toute une chaîne. autour de ça. C'est toute une chaîne. Et ces compagnies-là, actuellement, souffrent. Donc, effectivement, ce qui peut être bénéfique pour l'un peut être difficile pour l'autre. Et globalement, on a vu que la baisse des prix du pétrole n'avait pas vraiment créé une croissance économique comme on aurait pu l'attendre en Europe. Alors, en même temps, vous savez, l'économie, ce n'est pas une science exacte, parce que, d'accord, le pétrole est à ce prix-là, mais en même temps, il y a d'autres paramètres aussi qui ont des impacts. Alors, dire isoler un paramètre des autres, ça ne veut plus dire grand-chose. Je crois que ce qui est difficile pour les dirigeants de ces grands groupes pétroliers et puis les dirigeants des pays qui sont importateurs-exportateurs, c'est de s'adapter à des changements aussi brusques. Alors c'est rare quand même d'avoir des changements aussi brutaux. Pratiquement, on est passé de $140 à $26 le baril. C'est très rare, parce que vous pouvez regarder, vous allez sur Internet, vous verrez des courbes sur 10 ans, sur 20 ans. En général, il y a des fluctuations, mais aussi brutales que ça, c'est très rare. Et après, il faut être capable de s'adapter. Donc, gérer un tel groupe, la personne qui se retrouve au plus haut niveau, c'est une grosse responsabilité. C'est regarder toutes ces modifications, région par région, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Iran. Donc, il y a beaucoup de détails. Et même, parfois, vous envoyez des informations sur Haïti, parce que tout ça, ça fait partie du chiffre d'affaires. Oui. C'est un grand défi. Oui, c'est un poste dans lequel il faut une vigilance de tous les moments, une organisation qui permette d'avoir des informations fiables qui remontent.
et puis des décisions qui sont sans doute difficiles à prendre dans des moments comme ça. Quand il faut faire des réductions de coûts, etc., c'est pas évident. Hein, parce qu'un groupe comme Total, c'est 100 000 employés. En plus de tous ces problèmes, vous regardez également ce qui se passe dans la communauté. Et voilà que Total s'intéresse à l'environnement. Donc on fait la transition du pétrole pur et dur vers l'environnement. Qu'est-ce que vous faites dans ce secteur en Haïti, dans l'environnement? Alors, en Haïti, moi, ça fait 4 ans que je suis ici. Vous avez déjà 4 ans en Haïti? Voilà, ça fait 4 ans. Et quand on arrive ici, bon, ce qu'on constate tout de suite, hein, c'est une évidence, c'est le problème de la déforestation. Et ce qu'on apprend ensuite, parce que c'est quand même un chiffre qui est très étonnant, c'est que 75% de l'énergie utilisée en Haïti provient du bois. Hein, parce qu'avec le bois, on fait du charbon de bois. Alors il y a le bois de chauffe et puis il y a la transformation du bois en charbon de bois aussi. Donc 75% de l'énergie consommée en Haïti vient du bois. Et pourquoi pas? Mais si on coupe des arbres, il faut en replanter. Et aujourd'hui, c'est 30 millions d'arbres qui sont coupés chaque année, 30 millions d'arbres, et il n'y a plus que 2% des terres qui sont boisées. Donc si on ne fait rien, très bientôt, il n'y aura plus de forêt, il n'y aura plus d'arbres. On revient quoi? Alors, fait la demande. Hein? Voilà, exactement, c'est toujours pareil. Et vous voyez, sur les marchés où on vend du charbon de bois, maintenant le charbon de bois, il est de la taille du petit doigt, hein, alors qu'avant on pouvait en trouver du plus gros. C'est parce que les gros arbres se font de plus en plus rares, ou ils sont de plus en plus loin, ce qui fait que le charbon de bois est de plus en plus cher également. Donc on s'est dit, mais est-ce qu'on peut, nous, jouer un rôle pour inciter les gens à replanter des arbres? Et vous savez, l'environnement, dans certains pays, on peut se le permettre parce que le budget de l'État a tout ce qui lui permet de faire dans le domaine. Mais lorsque les caisses de l'État ne permettent pas de faire quelque chose, le secteur privé doit lui aussi jouer un rôle là-dessus. Et donc notre conviction, c'est que les gens commenceront à replanter des arbres s'ils y trouvent un intérêt économique. Hein, on ne va pas replanter des arbres juste pour faire... Il faut créer une incitation. Il faut qu'il y ait une incitation. Et donc les gens qui verront qu'ils peuvent gagner de l'argent en plantant des arbres. Alors pourquoi planter des arbres? Pour produire du bois de construction, pour produire du charbon de bois, pour produire des fruits, pour parfois... Il y a un marché. Voilà. Hein, donc à partir du moment où on est en mesure de montrer qu'il y en a qui arrivent à gagner leur vie en plantant des arbres, on se dit, bien, il y a une partie de la population qui va se dire, pourquoi pas moi? Alors, on n'ignore pas toutes les difficultés qu'il y a ici pour planter un arbre, parce que planter un arbre, c'est croire en l'avenir. C'est de se dire, l'arbre que je plante, dans 5 ans, il est encore à moi, dans 10 ans, il est encore à moi. Et vous savez qu'il y a souvent des problèmes fonciers, hein, où la personne qui cultive la terre risque de perdre la terre qu'il cultive, on ne sait pas quand. Mais si lui ne sait pas combien de temps il va garder son lopin de terre, il ne va pas s'amuser à planter un arbre s'il n'est pas sûr de pouvoir en récolter soit les fruits, soit le bois. Donc tout ça, on l'a intégré parce qu'on travaille avec des agronomes qui nous expliquent un petit peu les tenants, les aboutissants du constat aujourd'hui de cette déforestation en Haïti. Et puis l'année dernière, on a lancé ce concours. Le concours a pour vocation de récompenser les meilleurs projets de reforestation. Pourquoi les récompenser? C'est pour leur donner de la visibilité, pour les encourager à continuer, mais aussi pour que d'autres personnes qui hésiteraient se disent ben, oui, si lui il a réussi, il n'y a pas de raison que moi aussi je ne réussisse pas. Donc on a fait 5 catégories pour que des tout petits projets, des projets de moyenne taille, des projets de grande taille, puissent chacun dans sa catégorie participer à ce concours. Donc, national. Au niveau national. Oui. Alors l'année dernière, ce qui a été très intéressant, parce que c'était la première fois qu'on le faisait, on a eu 450 inscrits. 450 inscrits. Dans tous les départements. Donc ça, c'était une bonne surprise. On s'était dit, il faut qu'on ait au moins 200 inscrits si on veut pouvoir continuer ce concours. Parce qu'un concours comme ça n'a d'intérêt que si vous le répétez année après année.
Notre ambition, c'est que dans 3 ans, donc là, cette année, c'est la 2e année qu'on fait ce concours, donc dans 3 ans, c'est l'année prochaine, tout le monde en Haïti connaisse ce concours. C'était le but qu'on s'était fixé. Donc on va voir là, les inscriptions sont en cours. Elles doivent finir le 29 février. On va dépouiller toutes les inscriptions. Ensuite, on fait un premier tri sélectif. Donc on a des agronomes qui vont appeler tous les participants à ce concours. Il y a combien d'inscrits à peu près l'année dernière? Alors l'année dernière, 450. 450. 450. Ensuite, donc, on a fait une présélection. On a retenu 100 projets. Les 100 projets, grâce à la participation de facultés d'agronomie qui ont détaché des étudiants, ont tous été vérifiés sur le terrain. Donc il y a 100 projets qu'on a retenus et ces 100 projets, tous ont été visités par des étudiants de facultés d'agronomie pour bien vérifier que ce qu'on nous avait indiqué correspondait à la réalité. Parce que nous, ce qu'on apporte dans ce concours, c'est notre crédibilité. Parce que ce concours, il ne peut exister que si on a des sponsors qui nous parrainent. Et donc, la bonne surprise cette année, c'est qu'on a 2 fois plus de sponsors que l'année dernière. Donc, le concours est en train... Donc, c'est d'autres firmes qui viennent dire oui. On aime bien ce que vous faites, on va supporter tout ça. Voilà. Alors, je voudrais en citer quelques-unes parmi les plus importantes, parce que c'est vraiment grâce à eux que ce concours pourra continuer à exister. Donc, si on parle de sponsors, on a la fondation Sogebank, on a la fondation Capital Bank, on a la fondation Brana, on a la compagnie haïtienne de produits agricoles, on a HL Construction, on a Riviera SA. Alors ça, c'est des sponsors. Et puis, on a les partenaires. Dans les partenaires, on a la compagnie haïtienne d'assurance, on a Compass, on a CD Trading, parce que les primes qu'on remet, on ne remet pas d'argent. On remet des bons d'achat qui permettent d'acheter soit des outils, soit du matériel d'irrigation. Et Compass est un fournisseur d'outils de matériel d'irrigation. Donnez-moi un projet type que vous recevez, que vous allez choisir pour être primé. C'est quoi? Alors, il n'y a pas de projet type en soi. Nous, ce qu'on regarde, c'est combien d'arbres ont été plantés sur 3 ans. C'est-à-dire que quelqu'un qui viendrait en nous disant, ben voilà, moi, cette année, j'ai mis 2000 plantules. On lui dit, ben écoutez, revenez dans 2 ans. Revenez dans 2 ans parce qu'on veut être sûr que ces projets existent dans la durée. Pour pas que les personnes plantent juste des plantules pour faire partie du concours et puis ensuite arrêtent. Parce qu'en Haïti, il y a eu des millions d'arbres qui ont été plantés et qui ensuite ont péri parce qu'ils n'étaient pas arrosés ou il y avait des problèmes, etc. Donc nous, on dit il faut que les projets existent au moins sur 3 ans. Après, peu importe la taille, mais on prend également en considération le fait que ces projets doivent générer des revenus pour les personnes qui sont impliquées. Parce qu'il y a des très beaux projets ici. Il y a un aspect entrepreneurial. Voilà. Parce qu'il y a des très beaux projets ici où la finalité, ce n'est pas de gagner de l'argent avec les arbres. Ceux-là, on dit, écoutez, c'est très bien, il faut continuer à faire ce que vous faites. Mais nous, ce qu'on récompense, c'est des projets qui génèrent des revenus parce qu'il n'y a que comme ça que d'autres personnes vont s'impliquer aussi. Tout à fait. Donc, vous êtes satisfait jusqu'à présent. Pour la 2e année, il y a beaucoup de gestes. Comment sont les inscriptions, vous, cette année? Alors, les inscriptions, pour l'instant, on ne connaît que celles qui sont faites en ligne. Donc, on en a 100, à peu près une centaine qui a été fait en ligne. Après, c'est des bulletins d'inscription papier et on va les recevoir donc à la fin du mois. Et c'est qu'à partir de la mi-mars qu'on saura le nombre de projets. Mais donc, il y a cette année plus de visibilité. On a communiqué plus largement à la télévision, à la radio. Donc on pense qu'il y aura plus de participants cette année que l'année dernière. Et je crois comprendre qu'il y a un objectif d'encourager les gens à planter, mais la conscientisation également. Oui, c'est de montrer que cette déforestation, c'est un handicap pour tout le pays. Parce que les arbres ont un rôle au niveau de la retenue de l'eau et donc de la création des nuages et ensuite des précipitations. Et vous avez vu, ça fait 2 ans que le pays souffre de sécheresse. Moi, ça fait 18 ans que je vis dans les Caraïbes. Haïti est l'île la plus sèche
que je connaisse. Hein. En tout cas, la partie de l'île la plus sèche que je connaisse. Parce qu'il pleut moins ici qu'ailleurs, parce qu'il y a moins de condensation. Parce que les arbres, c'est comme une éponge. Quand il pleut, ils retiennent l'eau et ensuite, cette eau s'évapore. Et puis également, il y a les problèmes qui sont liés à l'érosion, c'est-à-dire que s'il n'y a plus d'arbres, les eaux emmènent toutes les terres fertiles et vous vous retrouvez avec des montagnes de cailloux sur lesquels plus rien ne peut pousser. Ça fait déjà 2 ans qu'on subit la sécheresse et ça a un impact sur l'offre des produits alimentaires. Ouais. Et on parle encore des sécurités alimentaires. Ouais. 2 semaines de ça, on en parlait ici. Oui, oui. Hein, moi, j'ai lu dans le journal qu'on estimait qu'il y avait 3,5 millions de personnes qui étaient en insécurité alimentaire et 1,5 million en insécurité alimentaire sévère. C'est ça. Donc, oui, c'est tout à fait préoccupant. Et ce qui est encourageant, c'est que la nature, elle a une capacité à se reconstruire qui est impressionnante. Vous avez des îles volcaniques dans les Caraïbes. Quand vous passez en avion, moi je me souviens, il y avait une île, il y avait eu une éruption volcanique, donc tout était gris. Et puis 2 ans après, vous commenciez à avoir des taches vertes. Et 5 ans après, ça a commencé à reverdir. Donc déjà, la nature, si vous la laissez tranquille, elle se régénère. Et si l'homme, en plus, peut agir, parce que 30 millions d'arbres coupés chaque année, il y a 10 millions d'Haïtiens. Si la moitié de la population plantait un arbre par an, c'est déjà 5 millions. Si la moitié de la population plantait 6 arbres par an, c'est 30 millions. Vous voyez, c'est pas énorme. Hein, donc, 30 millions, ça peut paraître gigantesque. Alors, en fait, ça ne se passe pas comme ça. Il y a des gens qui vont planter 50 000 arbres et puis d'autres qui ne vont rien planter. C'est sûr. Mais nous, Total Haïti, cette année, on va planter 20 000 arbres pour célébrer notre 20e anniversaire. Très bien. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique, nous parlons avec Luc Mèche d'un problème sérieux en Haïti, à savoir la déforestation, le problème d'environnement. On prend la pause, on se retrouve dans quelques instants pour la 3e et dernière partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à toi, à qui ça banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen à qui on client. Client, pas gen monnaie de goud et demi, pour ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas découragé non. Moi t'ai passé dans une autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mette. Banque Centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, goud ak 5 goud. Monnaie banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas qu'un prix à nan aucune banque. Parce que Banque Centrale bail toute banque monnaie. Li campé à côté, la défense était là, la fais affaire au marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas aux performance, ou satisfait sans manque, l'offre ses clients Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h. Sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Un sujet extrêmement important, vital, on pourrait dire, pour le pays. Et la corrélation qui existe, comment on traite l'environnement et le problème que nous avons actuellement, inflation, particulièrement au niveau des produits alimentaires, l'insécurité alimentaire. Luc Mèche, vraiment, on doit vous remercier quand même au niveau de Total et Haïti de mettre en place un tel mécanisme qui la conscientisation également, et ça devrait maintenant attirer l'attention de tout le monde. Vous êtes le secteur privé,
On parle de plus en plus de valeurs partagées, à savoir qu'une firme n'est pas là pour faire de l'argent dans un pays. Il y a l'aspect communautaire, l'aspect social. Est-ce que c'est dans cette ligne que vous allez au niveau de Total? Tout à fait. Ce qu'on appelle vous savez, il y a quelques années, une dizaine d'années, on disait qu'une entreprise, pour vivre, elle avait besoin de satisfaire ses clients, ses collaborateurs et ses actionnaires. Maintenant, ça c'est comme un trépied, si vous voulez. S'il y avait un des pieds qui manquait, votre société elle était bancale et vous ne pouvez pas continuer. Mais maintenant, on a rajouté la société civile. Est-ce que vous ne pouvez pas opérer dans un pays sans être impliqué plus largement et surtout lorsque vous êtes dans l'énergie, hein, parce que les gens doivent acheter de l'essence. L'achat de l'essence, ce n'est pas un achat qui est très sympathique. Hein. Ce n'est pas comme quand vous allez acheter une belle chemise ou un costume, vous êtes content, vous ressortez, vous êtes bien habillé. Quand vous avez fait votre plein d'essence, ça vous a coûté de l'argent, vous n'êtes pas vraiment heureux d'avoir fait votre plein d'essence. Donc nous, en contrepartie, qu'est-ce qu'on offre ? On fournit donc de l'énergie aux gens qui en ont besoin. Et puis après, on doit regarder au niveau de la communauté quels sont les besoins et comment nous, on peut satisfaire à ces besoins. Mais il se trouve qu'en Haïti, c'est encore plus évident, c'est-à-dire que puisque l'essentiel de l'énergie est fourni par le bois, nous, on est dans l'énergie aussi. Donc, quelle est l'énergie de substitution au bois ? C'est le gaz propane, qui peut servir. Alors, ça ne veut pas dire que le charbon de bois disparaîtra, mais ça permettrait que les gens en consomment moins. Aujourd'hui, pour consommer un plat, ça vous coûte 2 fois plus cher avec du charbon de bois qu'avec du gaz propane. Alors vous allez me dire, mais, donc tout le monde devrait être au gaz propane. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça, parce que le charbon de bois, chaque jour, les mères de famille, les marchandes, elles vont acheter leur marmite de charbon de bois. Ça leur coûte quelques dizaines de gourdes, alors que remplir une bouteille de gaz, en général, vous en prenez pour plusieurs jours. Et les familles les plus pauvres n'ont pas l'argent pour remplir du gaz pour plusieurs jours. Donc la pauvreté fait que les gens préfèrent dépenser, c'est pas qu'ils ont le choix, ils ont l'obligation de dépenser sur une énergie plus chère, mais qu'ils peuvent acheter en petite quantité. Donc ça devenait complètement évident, le fait que nous on soit dans l'énergie, que 75% de l'énergie en Haïti, ce soit le bois, et qu'il y ait des problèmes environnementaux. Donc tout naturellement, c'est vers ça qu'on a dirigé notre action. Mais notre action n'a pas de sens si elle n'est pas supportée par le plus grand nombre. Le plus grand nombre de partenaires et un nombre important de concurrents. Concurrents au concours. Et donc, nos partenaires, ceux qui nous ont fait à la fois l'honneur et le plaisir, l'année dernière, de croire à nous, ça c'était vraiment très encourageant, parce qu'ils n'avaient pas encore vu le concours, c'était la première fois qu'on le faisait, ils nous ont fait confiance, et cette année, on en a 2 fois plus que l'année dernière. Cette année, on a 35 sponsors et partenaires qui croient en notre projet et puis qui participent avec nous, parce qu'on fait des réunions pour dire, bon, qu'est-ce qu'on doit adapter par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière ? Comment on peut améliorer ça ? Et donc, ces gens-là ont un réseau de relations, d'amis, d'entrepreneurs. Et ce qu'on espère, c'est que s'ils sont satisfaits, on dit, pourquoi tu ne nous rejoins pas ? Parce que c'est une action de groupe. Total Haïti tout seul ne peut pas porter un projet comme ça. Et ce qui est très encourageant, donc, c'est de voir 2 fois plus de partenaires. Votre budget, c'est quoi pour ce projet ? Alors, il y a un budget de fonctionnement que Total Haïti prend complètement en charge. Okay. C'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Et puis après, il y a les primes. L'année dernière, on avait distribué 4 millions de gourdes. Et cette année, on va distribuer 5 millions de gourdes. Alors, notre engagement vis-à-vis des sponsors, c'est que 100% de l'argent qu'ils nous amènent va dans les primes. Les frais de fonctionnement, c'est Total Haïti qui les prend en charge. Et tout l'argent des sponsors va sur les primes. Et après, nous, avec nos partenaires, on peut leur donner, une fois que le concours est fini, puisqu'on aura un événement le 22 pour la remise des prix,
on leur donne une synthèse de ce qui a été fait, comment a été utilisé l'argent, pour que tout ça soit transparent, qu'ils puissent avoir le contrôle nécessaire, parce que le but, c'est qu'ils recommencent ensuite l'année suivante. Ah oui, c'est sûr. En vous écoutant, et ça m'est passé par la tête, pourquoi ne pas, et dans les différentes catégories, avoir par exemple le secteur éducatif, les écoles, les universités. Donc on pourrait avoir des primes pour ces groupes-là et des jeunes dans les écoles qui font un concours même. Même en dehors de la capitale, pour voir ces jeunes qui disent on va construire quelque chose, on va bâtir, donc c'est notre avenir en quelque sorte. Oui. Et donc on a réfléchi à ça. Il y a même, on a le chanteur Jean-Jean Roosevelt qui est avec nous depuis le début, qui a fait la chanson du concours et qui m'avait proposé de faire quelque chose, un concours de chansons autour du thème de l'environnement et un concours de dessin. Ce qu'on n'a pas encore réussi à trouver, parce qu'il faut un financement supplémentaire. Vous savez, le système éducatif est assez éclaté. Et donc ça prend encore beaucoup de temps. Ça prend une autre organisation pour pouvoir faire passer cette information. Mais je dirais que c'est primordial parce que les citoyens de demain, c'est les enfants. Et les enfants, c'est des éponges. L'information, ils l'apprennent, ils la retiennent. Et ensuite, c'est ce qui fait d'eux des gens qui sont conscients ou non de l'impact de leur action sur l'environnement. Donc ça, c'est une prochaine étape. On verra comment et si on réussira avec d'autres partenaires à aller au niveau des écoles, pour de façon simple, éducative, assez ludique. Il faut que ça soit... Moi, je me souviens, quand j'étais à l'école primaire, on mettait une fève qu'on faisait pousser sous un coton mouillé. On regardait ça, c'était miraculeux. On voyait la petite pousse grandir, etc. Les enfants s'émerveillent et puis ensuite, ils voient que les choses sont possibles. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens prennent la conscience qu'ils sont capables de changer les choses, en bien ou en mal. Et ça, cette prise de conscience, les enfants l'apprennent plus facilement que les adultes, parce que les adultes, on est dans la vie de tous les jours, avec pour beaucoup les contraintes qui sont ceux de nourrir une famille, etc. L'enfant, il a encore un espace de rêve, un espace d'espoir, qui est beaucoup plus important que les adultes, qui sont dans la vie de tous les jours à devoir amener de l'argent pour nourrir la famille, etc. Non, moi je verrais que vous avez lancé le mouvement, et c'est bien, et ça doit faire tache d'huile. Bon, là, on est encore dans l'huile, dans la mesure où le secteur politique, que ce soit le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture qui est responsable des ressources naturelles, le ministère de l'Économie et des Finances, parce qu'il faut de l'argent pour tout ça, et c'est comment bâtir tout ça et avoir un mouvement haïtien, merci de l'avoir fait comme étranger, mais c'est notre avenir. Récemment, j'ai cité Total pour ce travail comme une entreprise encourageant l'objectif de développement durable. Vous savez, l'environnement est extrêmement important. On essaie de trouver des modèles. Donc, comment élargir, étendre tout ça dans le secteur éducatif pour que l'on puisse vraiment faire face à ces défis environnementaux qui sont énormes. On aura besoin de notre propre COP21 comme on l'a fait récemment. Alors, si vous voulez, nous ce qu'on fait, on ne se voit pas comme une entreprise étrangère ici. On est une entreprise haïtienne, l'immense majorité de nos collaborateurs sont haïtiens. Vous êtes combien au niveau total? Nous sommes 83. 3 étrangers et 80 haïtiens. Et nos collaborateurs avaient tous indiqué leur intérêt à ce qu'on soit plus impliqué dans le développement durable. Et puis ça fait partie de ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Et cette année, on a la chance de travailler avec une personne qui a créé une société pour aider les compagnies haïtiennes à faire de la responsabilité sociale d'entreprise. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Avant, une entreprise, elle générait de l'argent, ça suffisait. Maintenant, il faut qu'elle soit inclue dans la société civile dans laquelle elle vit. Et donc, cette personne nous a servi aussi de vecteur pour aller démarcher des parrains, des sponsors potentiels, pour leur expliquer, écoutez, si vous ne faites pas de responsabilité sociale d'entreprise, et si vous avez envie d'en faire, vous pouvez vous greffer sur ce projet. En fait, on amène quelque chose de préparé. Parce qu'il y avait certaines compagnies qui nous disaient qu'ils avaient essayé d'en faire, mais ça prenait trop de temps, ils n'avaient pas les gens pour faire ça. Mais ils avaient quand même la volonté de faire. Et moi, ce qui m'a vraiment agréablement surpris,
c'est de voir de façon assez spontanée un grand nombre d'entrepreneurs qui tout de suite nous ont dit « ça nous intéresse. Franchement, c'est bien, on va avec vous ». Et donc, moi, ce qui était important, c'était que ce projet soit porté par des sociétés haïtiennes pour pas que les gens se disent « mais c'est encore un projet d'étrangers qui nous impose ce modèle ». Notre modèle, c'est celui que les Haïtiens voudront bien en faire. Parce qu'au bout d'un moment, le bébé que vous avez fait naître, il commence à prendre de l'âge et du poids et à être autonome. Et cette autonomie, c'est avec les différents secteurs, les compagnies du secteur privé, qui continuera à grandir. Ce bébé, au bout d'un moment, il faut qu'il soit autonome et haïtien. Et je reviens encore aux objectifs de développement durable, puisque le projet va dans cette ligne. On parle aujourd'hui de développement durable à travers les gouvernements locaux. Oui. Je verrai les nouveaux maires qui vont venir s'approprier de tout cela, faire ça dans les communes, faire des petits concours au niveau local, ensuite avoir le grand concours national. Et quelle commune, quel département, voyez, donc c'est la compétition quand même, c'est pas mauvais. Vous regardez Port-au-Prince, quand vous êtes un petit peu en hauteur, Port-au-Prince est une ville verte. Dans tous les jardins, vous avez des manguiers, vous avez des arbres, etc. Et donc, les communes peuvent planter des arbres dans les rues, peuvent planter des arbres dans les écoles, de l'ombre, etc. Et puis produire leurs propres fruits, etc. Donc, tout ça, c'est possible. C'est pas cher. Une plantule d'arbre, ça coûte rien. Franchement, quelques gourdes. Ce qui coûte, c'est l'attention qu'on veut bien lui donner. L'arroser de temps en temps au départ pour qu'elle pousse et puis que chacun y voit son intérêt parce que parfois l'arbre c'est l'intérêt d'une communauté si c'est dans l'école c'est l'intérêt des enfants, si c'est dans un village l'intérêt des villageois. C'est quand même plus agréable d'être... Vous savez, les arbres, ça retient la poussière également, ça fait de l'ombre l'été quand il fait très chaud. Donc les arbres ont des vertus multiples et je crois qu'au bout d'un moment les gens vont se dire, mais oui, ça coûte 2 fois rien. Il suffit de garder un pépin d'orange pour planter un oranger. Il suffit de garder un noyau de mangue pour planter un manguier. Le sujet est tellement important, j'ai oublié de poser la question, donc je vais faire l'inverse. Qui est Luc Mersch? Pour finir. Écoutez, moi, ça fait 25 ans que je travaille dans le groupe Total. Ça fait 18 ans que je suis dans les Caraïbes. J'avais choisi de venir en Haïti parce que c'était un pays que j'avais visité au début quand on avait créé la filiale, donc il y a 18 ans environ. Je me dis, tiens, ça me plairait de travailler dans ce pays parce que je pense qu'il est possible de faire des choses. Et j'ai été surpris de voir qu'en fait, on pouvait faire plus même que ce qu'on imaginait avoir prévu de faire. Il faut avancer, les choses ne sont pas faciles. Mais lorsqu'on y croit, lorsqu'on a un plan établi, sain, il y a des tas de choses qui sont possibles de faire. Et d'ailleurs, on le voit, il y a eu beaucoup de choses qui sont faites là, au cours des 4 dernières années. Et je pense que chacun, en jouant son rôle, on arrive à développer l'économie, parce qu'il faut créer des emplois. Je crois que c'est un des problèmes principaux dans ce pays, c'est qu'on arrive à créer de l'emploi. Et donc nous, on a quand même sur 4 ans, vous avez les emplois directs et les emplois indirects. On a créé des centaines d'emplois indirects. Tout à fait. Je vois que vous n'aimez pas parler de vous-même. La cause est beaucoup plus grande que vous. Et ça peut se comprendre et c'est bien. Compliments et on sera toujours avec vous pour ce grand projet. Donc, Total Haïti, compliments. Merci. Et continuez à avoir des gestes derrière vous, d'autres entreprises pour faire ce grand mouvement, devenir un mouvement national. Merci bien. Merci Luc. Un grand plaisir. Vous venez de suivre le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. À la semaine prochaine.